Marguerite, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il y a aussi un conseil constitutionnel. Et c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet vont dévoiler les personnalités qu'ils ont choisies pour entrer au conseil constitutionnel. 3 membres voient en effet leur mandat expirer, dont le président Laurent Fabius. Et il semblerait que Richard Ferrand, très proche du président de la République, soit pressenti pour lui succéder. Une nomination qui fait débat, mais dévoile en même temps le rôle très politique de cette institution. Bonjour Laureline Fontaine. Bonjour Marguerite Caton. Merci d'être venue ce matin. Vous êtes professeur de droit public et constitutionnel à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié tout récemment aux éditions Amsterdam La Constitution au XXIe siècle, histoire d'un fétiche social. N'existe-t-il aucun critère, aucune règle sur les nominations au Conseil constitutionnel? Alors, on sait que ce sont des décisions politiques prises par les 3 plus hauts chefs membres de l'État, le président de la République, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée. Mais les heureux élus peuvent-ils être n'importe qui? Quasiment. Oui, la France est l'un des seuls pays au monde à ne poser aucune condition pour l'entrée dans une cour constitutionnelle ou suprême. Et donc, depuis 1959, les différentes autorités de nomination ont plutôt tendance à nommer des profils assez similaires, plutôt des hommes blancs âgés de plus de 60 ans, qui en général ont une carrière politique derrière eux ou ont partie liée avec l'exercice du pouvoir, sans que la question, par exemple, des qualifications en droit, mais il pourrait y avoir d'autres conditions, ne se pose. Pas même de compétences juridiques? Vous dites pas de qualification en droit, ce n'est pas requis? Il n'y a aucune qualification juridique ou en droit qui soit exigée. Et on sait aussi que, contrairement à ce qui est imposé aux fonctionnaires ou à d'autres hauts postes de l'administration, on n'a pas d'extrait de casier judiciaire, pas de déclaration de patrimoine ni d'intérêt. La haute autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas de regard dessus. Le rôle du président du Conseil constitutionnel est-il particulier? Alors, il est particulier forcément parce que c'est celui, la plupart du temps, qui détermine qui sera rapporteur sur les lois qui sont à examiner par le Conseil constitutionnel. Donc, ce pouvoir de choix du rapporteur est très important parce qu'on sait qu'en fonction de la philosophie des uns et des autres, eh bien, ça peut influer ensuite sur la délibération. Et puis, évidemment, il a un pouvoir d'organisation du Conseil et de représentation du Conseil à l'extérieur, comme on l'a beaucoup vu ces dernières années avec Laurent Fabius. Mais pour autant, sa voix, quand les décisions sont mises aux voix, ne vaut pas plus que celle des autres membres. Quand il y a partage des voix, c'est possible. D'accord. Donc on se rend compte aussi que tous les 3 ans dans la presse, Laureline Fontaine, les mêmes tribunes de juristes viennent dénoncer ce mode de nomination. Cette année ne fait pas exception. Les critiques se cristallisent autour de Richard Ferrand, qui est pressenti pour prendre la présidence du Conseil. L'ancien président de l'Assemblée nationale est non seulement un politique, proche du président de la République, sans compétences juridiques particulières, mais sa réputation a été ternie par des accusations de prise illégale d'intérêt. C'était l'affaire des Mutuelles de Bretagne, affaire qui s'est conclue par un non-lieu. Les faits reprochés étaient prescrits. Les choix du président de la République, ceux des présidents des assemblées, s'imposent-ils d'office, Laureline Fontaine, ou bien les auditions qui vont suivre, l'audition devant les députés et les sénateurs des commissions des lois, peuvent-elles jouer un rôle possiblement de blocage? Alors jusqu'à présent, on s'est plutôt rendu compte que les auditions servaient un peu de faire-valoir pour les candidats. Depuis 2013 qu'elles ont lieu, aucune commission parlementaire ne s'est opposée à la nomination d'une personnalité au Conseil constitutionnel, que ce soit pour un candidat proposé par le président de la République, pour le président du Sénat ou par la présidente de l'Assemblée nationale. De toute façon, il faut une majorité de blocage des 3/5 qui est assez difficile à réaliser, c'est-à-dire que 3/5 des suffrages exprimés dans ces commissions eh bien, doivent être contre la nomination, ce qui en réalité est extrêmement compliqué. On voit déjà que pour une motion de censure, c'est difficile et il faut simplement une majorité absolue. Donc les 3/5, c'est encore plus difficile. Et puis simplement à entendre les parlementaires, sénateurs ou députés. En général, il s'agit plutôt de récompenser quelqu'un qui a une carrière politique dont on pense le plus grand bien. Et donc, les auditions sont un peu une formalité d'1 heure à 2 heures, totalement différemment de ce qu'on peut voir, par exemple, aux États-Unis, où les auditions durent plusieurs jours et sont extrêmement féroces. Et cela dit, même en France, elles sont publiques. Les auditions auront lieu le mercredi 19 février. Bon, une fois qu'on comprend qu'il s'agit de nomination politique, la question suivante est nécessairement quel intérêt pour un président de l'Assemblée, du Sénat ou de la République de nommer un proche du pouvoir? Quelles sont les missions les plus politiques du Conseil constitutionnel qui rendraient si précieux de l'avoir de son côté? C'est peut-être d'abord les compétences en matière électorale?
Alors, oui, on peut être tenté de penser que c'est d'abord les compétences en matière électorale, puisqu'il est à la fois juge des élections référendaires, mais aussi législatives et aussi présidentielles. Donc, par exemple, puisque je sais que la question titille certains, c'est lui qui aura à valider les candidatures à la présidence de la République lors des prochaines élections. C'est lui qui détermine si les candidats remplissent les critères, donc effectivement c'est important. Mais il contrôle aussi les lois, c'est-à-dire le moyen par lequel les forces politiques arrivées au pouvoir exercent vraiment leur action. Donc c'est extrêmement important et on sait que beaucoup de lois sont votées chaque année. Certaines d'entre elles seront contrôlées par le Conseil constitutionnel. Ça a été le cas par exemple pour la fameuse réforme des retraites. Donc évidemment, le Conseil constitutionnel peut être un allié important dans l'action politique. Vous disiez que c'est lui qui va valider les candidatures et que c'est important dans le contexte actuel, parce qu'en effet, la France insoumise notamment soupçonne le président de la République d'avoir des vues sur un troisième mandat, qui ne serait pas vraiment un troisième mandat s'il démissionnait au cours du second. Donc ça, on comprend que c'est le Conseil constitutionnel qui a le rôle de valider les candidatures. Vous avez parlé de son rôle dans les élections référendaires. Donc là, c'est la question des référendums. Et il joue aussi un rôle en délimitant le champ d'application de l'article 11. Là, ça intéresse tout particulièrement le Rassemblement national, qui voudrait faire des référendums sur, s'il arrive au pouvoir, sur la question migratoire, ce que normalement l'article 11 exclut. Mais vous nous dites, même le contrôle de constitutionnalité, qui est vraiment la grande compétence du Conseil constitutionnel, il vérifie que les lois sont conformes à la Constitution, même ça peut être politique. Alors, ça a toujours une portée politique, ça, évidemment, on le comprend bien. La question est de savoir si le contrôle lui-même est politique. Alors, il ne devrait pas l'être, comme on dit, puisqu'il s'agit de juger en vertu de la Constitution. Donc, un texte qui est à disposition, qui est lisible par tous, et qui est lui-même politique. Forcément, c'est un texte politique, il ne saurait en être autrement, oui. Exactement. Mais même sa portée politique est politique. Le contrôle peut être politique à partir du moment où le Conseil a cette capacité d'interpréter le texte constitutionnel, de choisir dans le texte constitutionnel ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, et il fait des choix, puisqu'il y a des parties de la Constitution qui l'ignorent, par exemple, ce qui peut transformer évidemment un projet politique, en tout cas qui peut transformer le projet qui était inscrit dans le texte initial. Donc forcément, et ça peut être politique justement de rester par exemple en deçà d'un texte. Par exemple, l'article 1er de la Constitution dit que la République française est laïque, démocratique et sociale. Le Conseil constitutionnel n'a jamais appliqué ce dernier terme. Il n'a jamais appliqué l'idée de République sociale pour contrôler la constitutionnalité d'une loi, ce qui forcément a un impact très important lorsque des lois paraissent, par exemple, contrarier une forme on va dire de vision sociale de la République française. Le dernier recours, donc, pour contrôler la constitutionnalité, peut-être que cette institution mériterait des nominations plus indépendantes. Merci beaucoup, Laureline Fontaine. Merci à vous. Je cite pour les auditeurs, non pas votre dernier ouvrage, mais le précédent qui portait plus précisément sur le Conseil. C'était La Constitution maltraitée, anatomie du Conseil constitutionnel, toujours aux éditions Amsterdam. Merci.